Peut-être avant de vous faire la présentation de notre dernière invitée, Marion Graff, j'aimerais rebondir par ce que tu as dit tout au début, c'est-à-dire l'importance du rythme dans la traduction. Je me souviens assez bien d'un auteur suisse que tu connais aussi, Peter Weber, qui n'est pas de ma famille, qui a écrit un roman qui s'appelle Le Faiseur de temps, et qui était traduit aussi en polonais. Peter Weber est suisse allemand, il ne parle pas un traître mot de polonais, et il a rencontré son traducteur polonais, puis il lui a demandé de lui lire un passage, et il a su, d'après le rythme, retrouver son passage dans son propre texte. Donc effectivement, la bonne traduction, c'est celle qui est certainement portée par le rythme. Et je pense que c'est un sujet qui non seulement réunit les traducteurs de RAMU, on va en parler dans quelques jours à Soleure, mais ça réunit effectivement beaucoup toute la communauté des traducteurs qui est ici représentée par vous cinq. Avant de vous présenter très brièvement Marion Graff, à mon tour aussi de remercier en fait le château de Lavigny. Pas seulement le château de Lavigny, mais effectivement Sophie Kandaurov, qui est l'âme de ce lieu et qui rend possible des soirées comme celle-ci, qui est là pour vous accueillir tous, d'année après année, mois après mois, semaine après semaine. Je sais que c'est un travail gigantesque et j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, pour cette longue finalement collaboration qui nous unit, et comme disait Steven, on espère que ça continue encore quelques décennies. En parlant du temps qui passe, alors effectivement, en 2018, le Centre de traduction littéraire a créé un programme qui s'appelle le programme Gilbert Musy. Ce nom, en fait, programme Gilbert Musy, était choisi pour rendre hommage à un des plus grands traducteurs de l'époque en Suisse, qui était justement des années, de la fin des années 1990, Gilbert Musy. C'était en fait, on a créé ce programme pour poursuivre son engagement, l'engagement de Gilbert Musy en littérature, mais aussi en politique. On rejoint quand même un tout petit peu ce que Alexei a dit avant, donc c'était vraiment aussi un homme qui n'avait pas seulement cet engagement littéraire, traductif, mais un engagement politique à l'époque déjà. En effet, en fait, ce programme poursuit un double objectif. D'un côté, c'est honorer, en fait, récompenser l'excellence d'un travail accompli par un traducteur ou une traductrice littéraire, et de favoriser en même temps la transmission, en fait, de toutes ces compétences à la relève. Parce qu'il faut savoir que Marion Graff, lauréate du 6e programme Gilbert Musy cette année, non seulement elle est ici pour pouvoir travailler à son œuvre de traductrice, mais aussi elle est, pendant tout le mois de mai, elle donne des cours à l'université de Lausanne, notamment à une étudiante qui est au premier rang, Reka Gall, mais aussi une dizaine d'autres, donc dans le domaine de la traduction de la poésie. Je vais donc vous faire très brièvement le portrait de Marion Graff. Marion Graff, c'est vraiment la grande dame de la traduction littéraire en Suisse. On retourne dans ce pays-là. Mais elle n'est pas seulement suisse, et puis voilà, qu'on est né suisse, on est multilingue de naissance. C'est ce qu'on dit ailleurs, mais peut-être que ce n'est pas tellement juste. Donc, Marion Graff, elle a fait des études de lettres russes, espagnoles et françaises à Bâle, Lausanne, Voronezh et Cracovie. Elle est essentiellement connue dans le monde francophone pour ses traductions de l'œuvre de Robert Walser, mais pas seulement. Elle est aussi la traductrice de Thilo Krause, Gottfried Keller, Susanna Gase, Erika Pedretti et bien d'autres encore. Elle a reçu pour son travail de traduction de l'allemand vers le français, mais aussi du russe vers le français, différents prix, dont en 2006 le prix Lemanic de la traduction,
en 2020 le prix spécial de traduction décerné par l'Office fédéral de la culture. Et dans 2 semaines, le prix n'est pas encore donné, mais elle va le recevoir, le prix de Berne qui va être décerné à l'Université de Lausanne lors du Dies Academicus. Elle est traductrice, donc ça vous avez compris. Elle traduit de beaucoup de langues, beaucoup de genres littéraires aussi. Elle est aussi critique littéraire et dirige depuis 2010 la revue de belles lettres. Pendant de nombreuses années, elle a présidé la collection CH, qui œuvre en fait au dialogue entre les 4 langues nationales. Et au même titre, un peu, elle a aussi collaboré à la revue Feu Croisé, qui est devenue la revue Vice Versa. Comme éditrice, elle a publié plusieurs œuvres, dont un volume qui s'appelle L'écrivain et son traducteur, et une anthologie de poésie romande ensemble avec José Fleur Tapie. Parmi ces traductions, on trouve également des textes académiques et des essais, et de nombreux textes de littérature pour la jeunesse, notamment de Jürg Schubiger. Depuis une dizaine d'années déjà, elle est en fait active dans le domaine de la transmission de son savoir, c'est-à-dire comme mentor dans les ateliers de traduction. Et c'est grâce à elle et grâce à son engagement et sa faculté de transmettre la passion de la traduction qu'on a depuis une dizaine d'années effectivement une relève dans la traduction littéraire allemand-français. Et c'est grâce à son travail qu'on a des traducteurs comme Lionel Felchlin, Camille Lucher, Camille Logo, Valentin Descopet et Benjamin Pécou. C'est un peu les derniers, mais comme elle continue à s'engager, il y aura encore d'autres. Alors je ne sais pas exactement ce qu'elle va nous dire, mais je crois que c'est Thilo Krause aussi, d'accord. Donc elle va nous lire de la prose d'un auteur, Thilo Krause, que moi-même j'aime aussi particulièrement, donc je suis très contente de l'écouter. Merci beaucoup. Merci aussi à Sophie et puis à vous tous. C'est un vrai bonheur d'être ici, de vous côtoyer, même si chacun est très studieux, il y a quand même toujours des petits moments de convivialité autour d'une tasse de thé ou autour d'une assiette de soupe. Donc c'est magnifique d'être ici à Lavigny, mais je dois vous confesser une chose, c'est que je n'ai pas du tout avancé dans mon projet personnel, parce que justement j'étais beaucoup en route pour aller à Dorigny ces 2 dernières semaines. Donc je suis un peu embarrassée pour vous lire des beaux textes comme ont pu le faire mes collègues. J'ai le privilège de rester encore jusqu'à la fin du mois de juin, donc j'ai le projet de travailler sur Walser, et puis de continuer à travailler sur Thilo Krause, et puis de continuer aussi un travail qui a été un peu amorcé dans le cadre d'un numéro de la revue de Belles Lettres consacré à Jean Arp, à l'autotraduction de Jean Arp et à tout le groupe d'écrivains dadaïstes et post-dadaïstes. Et je veux dire par là, je veux traduire des poèmes, enfin explorer en tout cas dans un éventuel projet de traduction des poèmes de Émile Henning. Donc tout ça c'est de la musique d'avenir. Thilo Krause, peut-être que je vous montre la couverture des 2 livres, l'allemand, Elbwärts, et le français, Presque étranger pourtant. Donc vous direz que comme traduction, on fait mieux. Parce que Elbwärts, ça veut dire en direction de l'Elbe, et Presque étranger pourtant, c'est en fait un petit extrait de l'épigraphe qui précède le roman lui-même, et qui nous paraissait en français mieux sonner que du côté de l'Elbe. Il y avait des allusions peut-être un peu fallacieuses à l'île d'Elbe. Enfin, ça nous paraissait compliqué parce qu'on n'a pas en français la même relation avec le fleuve, le grand fleuve allemand, l'Elbe, qui est en fait le décor du roman. Donc on a bien changé le titre. Et puis vous voyez aussi sur cette couverture une image de la Suisse saxonne, avec des rochers déchiquetés, romantiques, dans l'esprit vraiment de la peinture romantique allemande. Tandis qu'ici, vous avez
l'évocation de quelque chose de plus rêvé, peut-être, une sorte de libération, d'un grand geste de libération. Il jette un magnifique tissu jaune dans un ciel bleu. Donc on est dans un autre univers, vraiment. Et ces deux couvertures nous résument bien l'esprit de ce livre. Donc c'est le premier récit de Thilo Krause qui est connu plutôt comme poète, et même exclusivement comme poète, par ce livre-là. Il avait publié 3 recueils de poésie avant d'écrire ce roman. Et puis un 4e vient de paraître ici, dans lequel je vais un petit peu aussi essayer de m'avancer, voir si une traduction sera possible. Ce que je vous propose, c'est d'entendre le début du roman, et puis après un poème. Voilà, parce qu'il y a une correspondance entre le roman et les poèmes de ce livre-là. Dans le roman, Thilo Krause, qui est né en 1977, donc il avait 12 ans au moment de la chute du mur, et il a grandi près de Dresde, enfin à Dresde, et près de Dresde chez ses grands-parents. Un garçonnet de 12 ans qui vit une telle révolution, c'est un ébranlement fondamental, et aussi un sujet pour toute la vie, au fond, de savoir comment un système peut basculer dans un autre d'une façon aussi rapide et aussi souterraine, et peut-être que le basculement n'est pas tel qu'il apparaît à la surface, mais qu'il est plutôt souterrain. Donc c'est son grand sujet, je dirais, de cette relation au passé, et dans sa poésie aussi. Dans Presque étranger pourtant, nous sommes dans un monde fictif, avec un vécu profond derrière, qui est le vécu de l'auteur, mais les personnages sont fictifs, l'intrigue, si on peut parler d'une intrigue, est à la fois très intime, mais en fait, les événements sont fictifs. Tandis que dans le roman, on est dans ce chambardement d'une vie, et d'une façon beaucoup plus intime, évidemment. Et la force, je trouve, des poèmes de Thilo Krause, c'est qu'il est un poète qui sait nous parler des gens. C'est assez rare, en fait. En général, les poètes parlent d'eux-mêmes, ou bien ils parlent du paysage, ou bien ils ont des idées, mais un poète qui sait nous parler d'autrui, c'est très rare, et je trouve que là, il est extrêmement précieux, Thilo Krause, dans cet art. Voilà. Alors, et puis évidemment, en poésie, on parle d'objets aussi, et c'est à travers les objets, les traces du passé, que Thilo Krause revient sur ce traumatisme aussi. Je crois que comme c'est tard, je vais vous lire très peu. Alors, c'est mon roc, un récif battu par le vent, quelques pins noueux. Le soir, je monte ici pour regarder d'en haut notre maison. Je m'assieds tout au bord du vide. Derrière mes orteils, les couronnes des arbres se balancent si fort que, pris de vertige, je relève les yeux. Route, champ, village. Et quand quelqu'un rentre en voiture, tourne entre les maisons, un nuage de poussière vibre au-dessus des champs. Notre maison est posée au soleil, comme si elle était finie depuis longtemps. Je ne vois pas le crépi qui s'effrite sur le mur ouest, je ne vois pas le jardin, plein de mauvaises herbes, ni les arbres fruitiers attaqués par le mildiou. C'est l'été que j'ai toujours voulu, avec la petite et avec Christina. Une fois que j'ai contemplé la maison à satiété par-delà mes orteils, je traverse en équilibre quelques crevasses pour atteindre la face ouest de la falaise et j'aperçois l'autre village, celui où Vito et moi avons vécu enfants. D'ici en haut, je peux regarder en avant et en arrière. D'un côté la maison, où Christina met en ce moment la petite au lit, de l'autre le village de mon enfance. Entre deux, une route serpente se perd dans les bocteaux pour surgir à nouveau entre les champs, comme un ruban luisant. Le crépuscule dure une éternité. Toutes les ombres s'étirent, plus longues que les choses elles-mêmes. Les couronnes se balancent, tout se met à tournoyer, tout se brouille. Vito, qui à présent vit en bas, au bord de l'Elbe, Christina, la petite, hier, aujourd'hui. Quand ça tournoie ainsi, c'est l'heure de descendre, en prenant appui sur le grès, pour rejoindre le sentier équipé d'étais de fer et de madriers, toujours le même,
celui que je suivais à l'époque avec Vito. Voilà. Donc là, on est dans ce perchoir, si vous voulez, sur lequel on va parler après du passé et du présent, et cette extraordinaire difficulté qu'a le personnage, le héros, le narrateur, à faire coïncider les deux. C'est un peu, je dirais, un livre comme une sorte de thérapie, de cheminement thérapeutique pour sortir de ce traumatisme d'enfance. Alors, en poésie, la première partie du livre est dédiée aux grands-parents, en fait, de Thilo Krause et à ses parents. Donc cette génération qui a connu justement des bouleversements historiques extraordinaires. Son grand-père avait perdu une jambe dans une bataille, je ne crois pas que c'était Stalingrad, mais enfin une grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans la RDA, à l'époque, c'était impossible qu'un citoyen de RDA ait combattu avec les nazis. Donc il y a une sorte de non-dit, parce que les citoyens de RDA ne faisaient pas partie en fait, du régime nazi dans la façon de raconter l'histoire qui était en vigueur. Donc ce grand-père qui avait perdu sa jambe pendant la guerre, mais qui ne pouvait pas avoir été un guerrier allemand, c'est quelque chose d'absolument insoluble pour un enfant. Donc le livre nous fait entrer dans cette espèce d'impossibilité et dans le destin aussi de ce grand-père d'une façon extrêmement fine. C'est des poèmes assez longs, qui s'étendent pas plus, qui n'ont pas plus qu'une page. Ce n'est pas des poèmes très longs pour raconter justement des épisodes de la vie des personnages. Et puis la deuxième partie, alors elle se réfère au présent de l'auteur, qui est aujourd'hui père de famille. Il vit à Zurich avec sa femme et ses 2 enfants, qui sont magnifiquement brossés ici, et aussi tout un quartier de Zurich-Oerlikon, donc un quartier assez populaire où il vit. Et c'est un poème qui évoque un peu ce quartier que je vais vous lire, qui s'appelle Vorstadt Utopie. No man is an island, de John Donne. C'est une épigraphe. Könnte ein Meer sich hier erstrecken, es wäre ein seichtes. Drähte spannen sich knisternd über die Dünung hinweg. Die Straßenbahnen würden wie übers Wasser fahren. Die Gleise schimmerten nur bei Ebbe draußen im Licht. Das wenige Land wäre nicht schön, aber vorhanden. Eine Oberfläche klein und doch nie ganz gesehen. Da würde ich dich treffen, auf der Insel, die du bist, in Gedanken, wenn wir aneinander vorbeigehen, spät auf dem Weg heim, den Blick zu Boden richten, um uns so fern zu bleiben wie möglich. Hier, wo die Häuser uns alle Tage mit großen Augen betrachten. Ich wüsste auch, du wärst da, wo es nach Thymian riecht, wo die Schatten des Oleanders fliegen. Auch du wärst auf der Insel, die du bist, und die Straßenbahn käme über Kilometer glitzerndes Wasser hinweg. Utopie de banlieue, donc c'est vraiment presque un premier gène. Utopie de banlieue. No man is an island. John Donne. Si une mer pouvait s'étendre ici, elle serait peu profonde. Des câbles seraient tendus, crépitant au-dessus de la houle. Les trains auraient l'air de rouler sur l'eau. Les rails brilleraient seulement à marée basse, très loin dans la lumière. Le reste de terre ferme ne serait pas beau, mais disponible. Une surface réduite et pourtant jamais vue tout entière. C'est là que je te rencontrerai, sur l'île que tu es, en pensée, lorsque nous nous croisons, tard, en rentrant chez nous, les yeux baissés vers le sol, pour rester autant que possible à distance. Ici où les maisons nous observent avec de grands yeux tous les jours. Je saurai que toi aussi tu es là, où embaume le thym, où volent les ombres des lauriers roses. Tu serais toi aussi sur l'île que tu es, et le tram s'en irait,
sur des kilomètres d'eau brillante. Mmh.